Je peux te lancer. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour ces Dallas Mavericks 2024? Alors, donc globalement, j'ai choisi sur mes 5 stats, j'en ai une qui est un peu collective et 4 qui sont un peu des prétextes pour parler des différents joueurs. Ouais. Donc, je voulais commencer évidemment par notre franchise player, le seul et unique Luka Doncic, qui fait beaucoup parler sur plein de sujets, plein de facettes de son jeu. Moi, il y en a une que je voulais mettre quand même en avant. Quand on regarde mine de rien sa carrière NBA, il y a eu une progression quasiment constante sur les tirs extérieurs, donc sur les tirs à 3 points. Cette saison, il a pris 45% de ses tirs à 3 points pour une réussite de 38%. Donc on a déjà une grosse amélioration par rapport aux saisons précédentes de 3 à 4% par rapport à ses premières saisons. Ouais. Et surtout, je trouve que ce chiffre de 38% qui paraît moyen quand on regarde les stats de l'NBA, il est quand même évidemment à mettre en parallèle par rapport à la difficulté de ces tirs qui sont beaucoup de step back free, quasiment ce ne sont que des tirs qui ne sont pas issus d'une passe décisive. Donc c'est un 38%, mais qui est en fait 38% sur des tirs d'une grande complexité. Et autant sur les saisons d'avant, on était quand même assez des fois même découragé parce qu'il prenait vraiment trop de tirs à 3 points avec un rendement assez peu efficace. Aujourd'hui, on augmente le rendement. Il peut encore évidemment s'améliorer. Des fois, il prend toujours un peu trop de mauvais tirs à 3 points, je pense, parce qu'il est un peu flemmard en fin de possession ou quoi. Mais il arrive quand même à s'améliorer sur cet aspect-là. Et en tant que fan de Dallas, je voulais le défendre un peu des fois on dit que c'est un très mauvais shooter à 3 points, etc. Je voulais mettre ça en perspective et donc dire qu'il arrive à s'améliorer, à avoir un pourcentage décent sur des tirs encore une fois très compliqués. Je sais pas s'il va pouvoir beaucoup s'améliorer, ça me semble difficile de faire au-delà de 38% de réussite, ou alors il faudrait qu'il prenne plus de catch and shoot à 3 points, et ça j'y crois peu. Mais je voulais parler de cette amélioration de son jeu. Des fois on dit souvent là où c'est que Luka peut s'améliorer, etc. Sur ce sujet-là, il s'est amélioré selon moi, et il est vraiment dans la catégorie step back free un joueur assez élite. Et c'est vrai que des fois on est très content d'avoir ce genre de joueur quand une possession ne mène à rien, qu'il reste 2 secondes à l'horloge, et que on a un joueur comme ça qui te permet d'avoir beaucoup de points sur des possessions au final qui n'auraient probablement rien donné. Non mais tu fais bien de commencer par défendre le jump shot de Luka Doncic. Dans le podcast de quelqu'un qui a démarré son podcast avec un épisode, Luka Doncic est-il vraiment un bon jump shooter? C'est comme ça que j'avais fait mon épisode 1. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu toute l'histoire de Luka Doncic à l'époque. Moi, le podcast il a plus de 3 ans, donc évidemment on a un peu évolué, mais c'est vrai que c'est la première année où on est au-dessus de la moyenne en fait en termes de réussite, parce que comme tu dis en fait au début on était largement en dessous de la moyenne, 32-31% ces deux premières années, et puis pendant 3 ans on a flirté avec les 35 qui étaient au niveau de moyenne un peu en dessous de la moyenne NBA qui est autour des 36. Mais je te rejoins aussi sur le fait que par exemple là 38% on est au-dessus de la moyenne et c'est bien, mais en même temps c'est peut-être un chiffre qui est aussi à relativiser parce que la moyenne NBA, c'est la moyenne de tous les tirs, et donc notamment beaucoup de catch and shoot, etc. Bien sûr. Mais finalement, son 38%, tu le compares aux autres joueurs NBA, tu dis c'est bien, mais c'est pas génial. Par contre, c'est vrai que sur l'échelle seulement des pull-ups à 3 points, 38%, c'est plus seulement un cheveu ou deux au-dessus de la moyenne, c'est quand même très costaud, quoi. Vraiment sur l'échelle des pull-ups, et pas seulement de tous les tirs à 3 points. Donc il y a un peu ce côté qui va dans les deux sens pour moi, qui est que en effet il est extrêmement compétent sur ce tir, même si de l'autre côté ça reste un tir qui est pas hyper rémunérateur, à moins que tu sois un Stephen Curry et que tu t'ailles chatouiller les 42, 43, 44% de réussite parfois. Mais voilà, ça fait aussi partie de son jeu, il faut l'accepter. Et en tout cas, ce qu'on aime beaucoup, c'est cette amélioration, et on espère que ça va un peu rester plutôt au niveau des 38, comme ça, 38-39%, sur un énorme volume, plutôt que peut-être comme avant où c'était utile, c'était déjà très utile, mais c'est vrai qu'au global 34-35% sur 8 3 points par match, dont beaucoup de pull-up, c'était un peu moins génial, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après ce chiffre de 45% de ces tirs qui sont des tirs à 3 points, je pense qu'il pourrait peut-être, on gagnerait en efficacité à le faire baisser, mais j'imagine que c'est une demande plus d'efforts physiques, et que des fois, notamment en série régulière, il veut pas forcément être à 100% sur tous les matchs, et c'est pour ça qu'on a peut-être ce pourcentage qui est
à mes yeux en tout cas, peut-être un peu trop haut. Ouais. Non, mais après, c'est son jeu aussi. Je pense qu'il aime bien prendre ce tir, il aime bien faire comme ça. Et en plus, tu vois, c'est même pas un aspect où on peut même pas trop lui reprocher. Non, mais tu prends trop de pull-up à 3 points, va au panier plus tôt, parce qu'il a tout de même un des meilleurs volumes de drive de toute la NBA. Donc on n'est même pas dans un cas où il fait trop de pull-up et pas du tout de drive. Non, en fait, c'est qu'il a un volume qui est énormissime. Donc il fait beaucoup de pull-up à 3 points, mais aussi beaucoup de drive au panier. Et voilà, à surveiller parce qu'en effet, on sait que historiquement, c'est pas un shooter qui est incroyable en termes d'efficacité. Ça, on le sait, même si modulo, comme dit, hein, toutes ses efficacités en carrière sont aussi à prendre en compte à pas à comparer avec des efficacités 3 points moyennes ou normales en fait, parce que il prend beaucoup de pull-up à 3 points. Donc tu vois, même les années d'avant où il faisait 35, il faut pas dire bon ben c'est 35, c'est en dessous de la moyenne comparé à d'autres qui prennent des catch and shoot quoi. Même 35 sur l'échelle des pull-ups, c'est déjà un peu mieux quoi, pour le coup. Donc à surveiller parce qu'on sait qu'il a pas un historique de shooter génial, mais en même temps, on sait aussi que ça peut venir petit à petit avec l'âge, le shoot de plus en plus. Vous en plus à Dallas, vous avez bien connu Jason Kidd quand il est arrivé chez vous, enfin quand il a fini chez vous, c'était un des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA en termes de volume total, alors que au début il l'était pas. Mais voilà, ça reste à surveiller et c'est aussi une arme qui est un peu à double tranchant parce que souvent quand il y a un pull-up à 3 points qui est manqué, on se dit ah bah tiens non c'est un tir qui est mauvais, en plus assez contesté et tout, il aurait pu faire autre chose, et quand ça rentre c'est quand même assez génial quoi. On est d'accord. Donc voilà pour le pull-up de Luka Doncic. Bah alors attends, je peux enchaîner sur ma première stat du jour qui est sur lui aussi, si tu veux bien. Moi c'était 1,37 justement. 1,37, ce sont ses points par tir sur des tirs en fin de drive. Donc son efficacité, sa productivité globale, layup plus lancer franc provoqué, et rentré ou pas. 1,37 points par tir en fin de drive. Eh bien, à ton avis, c'est combien en NBA? Oula, ça doit se situer vraiment dans le haut. Eh bien oui, c'est premier. C'est premier de NBA. Ah ouais, j'allais dire peut-être deux, peut-être qu'il allait avoir un Shai Gilgeous devant ou je sais pas, mais non, il est plus efficace. En fait, il est plus productif au global quand tu prends et layup et lancer franc et en fait tout hein, le global. Il est devant des SGA, devant Giannis Antetokounmpo, etc. Voilà, c'est le premier de NBA et je pense que c'est aussi ça le. Bon, comme dit, moi j'avais commencé le Basket Lab avec un épisode là-dessus, mais il y a un peu cette image toujours de Luka Doncic, c'est les pull-up à 3 points comme James Harden, etc. Ou comme Lillard, comme Curry, bref. Alors qu'en fait c'est aussi et surtout, c'est pour ça que c'est un joueur aussi fabuleux. Hein, toi tu le sais, c'est que c'est un driver, c'est le meilleur driver de NBA à mon sens, assez nettement. Alors peut-être que on peut débattre avec des SGA, avec des Giannis, avec des mecs comme ça. Mais voilà, on a affaire à quelqu'un qui, en plus, n'a pas forcément des outils classiques de explosivité pour faire la différence au démarrage, ou ce genre de choses. C'est plutôt le mec qui va à son rythme, qui est très lent, très costaud, qui va aussi provoquer les fautes extrêmement bien, qui a tout un jeu de... On sous-estime un peu ça, mais tu sais, il a une question de timing où c'est le meilleur de NBA là-dessus, je trouve, au niveau des drives. Où en fait, il faut aller regarder sur NBA.com toutes les vidéos de toutes ces drives ou ces tirs au panier, vous allez voir qu'à chaque fois, le défenseur saute trop tôt. Et en fait, c'est parce que c'est pas un hasard. Hein. C'est lui qui fait exprès de perturber le timing du défenseur en faisant mine de tirer avant sur le premier pas plutôt que sur le deuxième, ou alors en attendant, en faisant un deuxième pas qui est ralenti sur le double pas du layup. Il ralentit le deuxième pas, comme ça le défenseur et son timing est perturbé, il commence à sauter alors que Doncic a pas décollé, et donc c'est comme ça qu'il arrive à soit libérer des tirs ouverts sur layup, soit à provoquer des fautes parce que le défenseur a sauté, donc il est en l'air et ça fait faute. Mais voilà, ça me paraissait important de le noter et le rappeler. J'avais rien d'inédit sur lui à dire qu'on n'ait pas déjà dit parce qu'on le connaît. C'est le meilleur driver de NBA ou pas loin. Premier en efficacité, troisième en termes de volume, 18 drives par match. Bref, c'est le Luka Doncic qu'on connaît, et ce drive est un peu à la base de tout en fait. Ouais, carrément. D'ailleurs aussi, tu disais par rapport à son timing, il y a aussi de nombreuses fois où en fait son défenseur se retrouve, il arrive très bien à jouer avec son corps, et tu te retrouves avec le défenseur, tu sais, qui est dans son dos, qui essaie en fait de revenir après la pause d'écran où il s'est fait un peu décaler, et du coup il se retrouve à jouer avec ça, son défenseur dans son dos, il joue de son corps, et puis après il arrive à monter facilement, soit avec en général au lay-up, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il compense parfaitement son manque de vitesse qu'il avait sur sa saison 2. Je sais pas si, moi je suis toujours très nostalgique de sa saison 2 par rapport à ce Luka Doncic explosif qu'on aura connu vraiment qu'une saison où il était affreux à 3 points, mais c'était exceptionnel en termes d'explosivité panier. Mais tu vois, aujourd'hui, il compense ça par, comme tu dis, une maîtrise du timing qui est vraiment
unique. Ça me fait penser, parce que du coup là tu parlais de ces nombreux drives, etc. On est la quatrième équipe avec le plus de screen assist par match, et normal, avec un joueur comme lui, il utilise magnifiquement tout ça. Bon, je vais en parler après plus tard de Gafford et Lively, mais du coup ça lui permet aussi de se créer de très nombreuses occasions, avec au final quelque chose qui est le truc le plus simple au monde en NBA. Tu viens avec un poseur d'écran et tu vas au panier, tu te débrouilles pour y aller. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, voilà, on est vraiment dans le très simple, mais Luka le maîtrise à la perfection, quoi. Très simple, pas en termes de difficulté, ça reste évidemment très dur, mais en termes de schéma tactique, je veux dire, voilà. Ouais. C'est difficile à faire ce qu'il fait, mais c'est simple. Oui. C'est je vais au panier, voilà. Pick and roll, attaque simple, attaque parfois même un peu stéréotypée pour certains, un peu trop classique justement, mais c'est simple, mais ça marche. Cette simplicité marche parce qu'il y a un mec qui l'exécute parfaitement et c'est compliqué de l'exécuter aussi. Enfin, c'est difficile de l'exécuter aussi bien. Mais non, justement, j'allais te lancer là-dessus parce que c'est vrai que t'en as parlé de toi-même, mais moi, j'avais un peu souvenir aussi d'un Doncic, et on s'en est peut-être pas rendu compte si on suit pas les Mavs, si on regarde pas 60 matchs des Mavs chaque année, ou si on n'est pas un fan qui suit de près, mais effectivement, il y a un peu une évolution physique on s'en est peut-être pas rendu compte au fur et à mesure des années, où on est un peu habitué là à avoir un Luka Doncic qui est extrêmement costaud et puissant, et d'ailleurs, ça a été la clé de pas mal de séries, hein. Enfin, la meilleure opposition qu'il a pu avoir, c'est Lou Dort, et même lui, il n'y arrivait pas tout le temps. Mais on a bien vu que c'est exactement cette puissance de drive qui a fait sauter le verrou de la défense des Wolves, en fait, hein. Parce que McDaniels, parce qu'Anthony Edwards, parce que Nickel Alexander-Walker, qui sont des défenseurs de navigateurs d'écran, mobilité fantastique. Mais, en fait, Luka Doncic, comme tu dis, simplicité. Il va pas faire 3000 mouvements. C'est, je rentre dedans, j'ai cette puissance, et en fait, ça fait la différence, quoi. Les défenseurs des Wolves n'étaient pas assez costauds. Enfin bref, on a déjà assez parlé de ça, mais ça a été vraiment la clé, je trouve, de tout ça. Mais comme tu dis, enfin, je peux te poser la question, on est d'accord que il était quand même beaucoup plus léger quand il est arrivé en NBA. Oui, sa saison rookie, il a encore, en gros, sur le trait, encore adolescent limite. Ouais, le baby fat, quoi, en gros, hein, pour caricaturer. Voilà, c'est ça. Et il y a vraiment, en fait, pour grossir le trait aussi, depuis la saison 3, je trouve qu'on est globalement le joueur, il reste à peu près similaire à celui qu'on avait. Donc saison 3, c'est 2021, vu que la saison elle a commencé plus tard. On est vraiment dans la digne continuité donc on a commencé à avoir les premiers, tu sais, où là il a trop fumé la chicha cet été, il a trop mangé, il s'est pas assez nanana. Voilà, ce jour-là, en tout cas depuis 4 ans, on est dans cette continuité là, mais il y a cette saison 2019-2020 où il a confirmé le statut de superstar qu'on a entrevu dans sa saison rookie, mais qu'on n'a pas vu complètement. Pour rappel, il a explosé niveau points de sa première à sa deuxième saison. Il est passé quasiment de 20 à 29, quoi, quasiment. Et sur cette saison-là, il était fit. Et c'était, quand tu vois les highlights, c'est assez fou. En fait, cette deuxième saison, on arrive très facilement à la voir visuellement quand on voit des highlights de Luka, parce que il a fait ça que pendant cette saison-là, et vraiment, c'était très très rapide, très explosif au cercle. Et puis j'ai accepté que on le reverra, enfin on reverra plus ce Luka, mais en même temps, voilà, pour revenir à la première stat, il s'est beaucoup amélioré dans d'autres secteurs, notamment extérieurs. Ouais. Et voilà. Mais oui, que tu as raison. C'est vrai qu'il a eu aussi ces différentes phases au niveau de son corps, quoi. Comme aujourd'hui, Dirk Nowitzki, on se souvient juste de la carcasse qui bougeait difficilement, mais son premier tiers de carrière, c'était ça allait énormément au cercle, il faisait aucun fadeaway, enfin il n'était même pas encore inventé de son côté. Enfin voilà, c'est des choses de début de carrière des fois qu'on oublie avec le temps sur certains genres, mais oui, il a pu être explosif. Ouais. Non, mais mon souvenir, moi, c'était que à la draft 2018, et en gros il revient sa saison rookie, déjà un peu différent de son année au Real, quoi. Il était, comme tu dis, alors je sais pas si il avait encore le baby fat d'adolescent, ou c'était un truc comme ça, ou alors il avait découvert la blague, il est arrivé à Dallas, il a découvert les barbecues du Texas. Oui. Mais non, mais effectivement, la 2019-2020, sa deuxième, donc, il a ce côté où je trouve que l'aspect puissance, alors, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il était pas beaucoup plus faible, cet aspect puissance, avec ce corps plus fin. Mais voilà, il y avait encore et toujours ce style très lent, assez puissant, parce que la taille, etc. Mais par contre, il était léger, donc il avait ce premier pas au démarrage, qu'il l'a plus forcément aujourd'hui, mais bon, en même temps,
aujourd'hui, il compense d'une autre manière, donc ça sert. Enfin, c'est pas grave, quoi. Au final, je trouve. Mais je me demande à quel point, tu vois, je sais pas si un jour on verra un peu comme on a eu, mine de rien, Jokic a fait un peu pareil. Parce que Jokic, c'est pareil, hein, tout le monde se dit, ah ouais, le Slim Jokic à partir de 2020, la nouvelle version de Jokic et tout, qui a toujours été un nounours hyper costaud. Non, allez voir des images de Jokic, alors pré-draft si vous voulez, mais surtout même en début en NBA, hein, 15, 16, 17, c'est un mec qui est hyper fin, hein, enfin relativement fin. Jokic, c'est juste, il y a une période un peu nounours 2018 jusqu'à 2020, quoi. mais je me demande à quel point est-ce que Doncic peut pas aussi faire ça, un espèce de il y a un été, il va revenir d'intersaison et il va commencer la saison, il va être dans une condition physique absolument phénoménale, il va nous faire un jump encore plus d'efficacité et une saison de méga MVP. Mais ce qui est un peu flippant, c'est il l'a pas fait encore. Il a jamais encore débarqué en NBA avec une forme physique incroyable pour nous faire la saison de Dieu, mais de demi-dieu, pardon. Mais le truc, c'est que même sans ça, il est déjà à un niveau qu'on peut considérer MVP en fait. Donc c'est aussi, c'est aussi toute la magie de Doncic. Tu vois, on a parlé des drives, on n'a même pas eu besoin de préciser que à part le scoring, il y a aussi le fait qu'en fin de drive, il a un passing avec une amplitude géniale, quoi. Donc même quand il arrive au panier, qu'il y a 3 mecs autour de lui, il peut aussi faire la passe avec en cassant le poignet, en mettant la balle dans tous les angles. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais pas à quel point les fans des Mavs, tu peux me dire, mais par rapport à ce côté conditions physiques, sont énervés ou juste, non, de toute façon ça marche, c'est pas grave, quoi. C'est quand même assez partagé, mais ça revient quand même et très très souvent, notamment en début de saison. L'argument du Slim Jokic, revient assez souvent en disant Jokic est arrivé, donc là c'est le fait que t'en as parlé, ça me fait penser. Et puis là où aussi je l'ai beaucoup vu, je sais pas à quel point c'est le cas pour les autres superstars, mais en tout cas j'ai vraiment vu qu'il y avait une grande partie de la fanbase qui était content que la Slovénie ne se qualifie pas pour les JO. Parce qu'ils veulent vraiment que, en gros, Luka repose son corps, qu'il prenne peut-être du temps pour justement améliorer sa ligne, etc. Mais il y avait vraiment une volonté de la part des fans, évidemment non slovènes, que Luka ne participe pas aux Jeux Olympiques qu'il s'occupe de sa ligne. Mais c'est vraiment un sujet qui revient souvent, où tu sais pendant l'été tu vas avoir un paparazzi ou quelqu'un qui va voler une photo, et bon sur la photo il y a un angle qui fait que tu vois un peu un bidon ou je sais pas quoi, hop ça va débattre, attention, il va revenir il va se blesser en octobre. Oui c'est clairement un sujet qui revient souvent, et ça frustre pas mal de personnes, et t'en as d'autres qui sont plutôt optimistes en disant attendez, il a que 24 ans, vous allez voir quand il va arriver à 27, enfin voilà. Il y a, en tout cas, clairement, c'est un sujet. Je vais pas mentir. C'est vrai que des joueurs comme Kyrie, où on sait qu'il est très strict niveau sur son régime, etc. T'as pas trop à t'en faire là-dessus. Sur Luka, c'est un peu la question de allez, cet été, ça va être Luka Doncic. On va le voir à la chicha, on va le voir. Ça les profite des kebabs pendant 2 semaines, et puis après remets-toi. On sait que c'est vrai, ça sera toujours un sujet, et puis je pense qu'à la fin de sa carrière, il va nous faire il se fera plaisir, ça c'est sûr. Quand on voit son papa, tu vois, on voit que je pense à la fin, quand ça sera fini, il va se faire plaisir, notre ami Luka. Non, mais il y a aussi un peu un côté très simple de, comme tu dis, où, il a jamais d'intersaison complètement repos, quoi, parce qu'avec les sélections nationales européennes, il y a toujours des compétitions en été ou en septembre, donc il y a peut-être aussi ça, quoi. Au niveau de la condition physique, j'en sais rien, on dit n'importe quoi, mais après, voilà, comme dit, ce qui est important aussi à noter par rapport à ça, c'est que déjà, même sans un côté Slim Jokic ou Slim Doncic, en fait, on a déjà un joueur qui est fabuleux, et surtout, je veux dire, il compense parce qu'il a une puissance qui est incroyable, et en fait, la question de la durabilité pour moi est importante, parce que tu vois, je pense que là où je peux un peu plus entendre certaines critiques de conditions physiques sur des mecs qui justement, ça affecte directement leur temps de jeu ou leur nombre de matchs joués. Lui non, c'est pas le cas. Lui, il a une durabilité qui est assez extraordinaire là-dessus. Donc c'est pas trop un problème de ce point de vue-là, même pas du tout à mon sens, quoi. Il est toujours à plus de 60 matchs ou 70 joués, sachant que sur les 60, tu vois, il est 2021 il est à 66, mais en même temps parce que la saison était plus courte. Oui. Ou 2020 pareil, ou voilà, quoi. Le seul point peut-être où je pense que ça a amélioré, c'est en termes de minutes par match maximum qu'il peut jouer. Tu vois,
quand on rentre dans des matchs giga importants, tu vois, des fois pour certaines giga superstars, je pense notamment, tu vois, à LeBron, hein. En gros, tu te poses même pas la question, tu sais que le mec va faire 48 minutes ou 46. Autant sur Kyrie, je pourrais me dire ça. Sur Luka, je sais que ça peut, et probablement ça va être contre-productif de le faire jouer autant, parce que malheureusement, et tu le vois, la couleur de son visage, que ça, il lui faut encore quelques pauses, et il est pas, à mon sens, pas capable de faire alors évidemment, on va pas demander ça en saison régulière, hein, mais en play-off, de faire des matchs quasi entiers. Je pense que c'est un aspect, le cardio, sur lequel il peut s'améliorer en prenant un peu plus soin de sa ligne et de ses habitudes. Mais sinon, globalement, je suis d'accord au niveau de la santé, durabilité. On voit qu'on a déjà un joueur exceptionnel. Je te rejoins là. Ouais. Non, mais je voulais un peu te questionner et prendre le pouls, parce que je sais que c'est un sujet dans la fanbase, mais pour moi, la conclusion, c'est que, en fait, c'est pas un sujet de facto dans les résultats. Et tu vois, il y a un peu aussi ce truc parfois avec, alors Wembanyama, je sais pas, mais ou d'autres joueurs, j'ai pas trop en tête, mais tu vois, Wembanyama, on dit, ou d'autres, hein, ou des ailiers très fins, très longs, on dit ouais, il faut prendre de la masse, mais pas trop, parce que si tu prends trop de masse, peut-être que tu vas perdre aussi un côté fluidité qui faisait ta force, quoi. Et Doncic, je me dis aussi, en même temps, il a une puissance qui est absolument imparable. Bon, c'est bien aussi ce style de jeu, quoi. Donc tant que ça marche, et que tant qu'il fait 70 matchs par an, avec là cette année il était à 37 minutes et demie par match. Il y a rien à dire, quoi. Juste deux trois chiffres. Je sais pas si t'en as d'autres, ou sinon moi je peux enchaîner 2-3 chiffres sur Luka Doncic. Après on passera à autre chose. On peut clôturer le sujet, mais j'avais aussi noté meilleur driver de NBA en termes d'efficacité, en termes de volume, 3e. Le pourcentage de paniers assistés, à peine 22% de ses paniers étaient assistés. C'est le plus petit total de NBA, assez clairement. Isolation par match, 7,3 par match. En tout cas, 7,3 possessions terminées en isolation. Premier de NBA, là encore, avec, il n'y a pas que le volume, il y a aussi l'efficacité, 1,09 points par possession. Le chiffre, on sait pas trop à quoi ça correspond, mais sachez que c'est très très bon. C'est au niveau de, par exemple, un Tatum, il a 1,04. Doncic, c'est 1,09. SGA 1,11, Anthony Edwards 0,93. Voilà, on est, je crois que c'est autour du 85e centile, donc on est mieux que 85% des joueurs NBA isolation. Et puis pick and roll, pareil, plus de 10 par match en termes de nombre de pick and roll, de possessions terminées sur pick and roll en tant que scoreur, en tant que porteur de balle sur pick and roll. 5e plus gros total en volume, et puis 93e centile en termes d'efficacité, donc mieux que 93% des joueurs NBA. Voilà, il y a aussi ce double aspect pour moi, qui est que oui, on a un profil assez rigide, mine de rien. T'en as parlé, côté jeu sans ballon, catch and shoot, on n'a pas trop. Donc c'est un profil pas si malléable que ça, contrairement à Irving, qui est l'exact opposé. Mais en même temps, et c'est toujours ce que aussi j'ai répété moi dans le prime de Harden, ok, c'est un mec qui est assez rigide dans son style de jeu, mais en même temps ça marche quand même tellement bien pour l'instant dans ce style-là, que je peux comprendre certaines critiques de oui, il faudrait qu'il bouge un peu plus, etc. Mais en même temps, déjà en l'état, même avec ce compromis, ça marche quand même. Donc c'est quand même assez génial. Et pour moi, on a affaire à quelqu'un qui, selon la bonne année, donc en termes de narratif, en termes de est-ce que Dallas est top 3 de sa conférence ou quoi, selon l'année, il peut avoir un trophée ou deux déjà de MVP, il pourra en avoir. Donc voilà, pour moi, on est déjà sur ce niveau top 5 NBA assez nettement, quoi. Donc voilà pour Luka Doncic. À moins que tu aies le choix à rajouter, tu me dis si tu m'interromps. Ouais, j'avais juste un dernier truc. Au-delà, ça vous savez tous que c'est le meilleur, ça a été le meilleur marqueur de la saison, et c'est vrai que on oublie, mais quasiment 34 points de moyenne, je trouve que c'est totalement fou. Mais on reviendra après sur Kyrie, évidemment, qui a ce côté très propre dans ses pourcentages, etc. Là où Luka, on trouve souvent qu'il y a du déchet, mais j'avoue que j'ai été surpris quand j'ai vu que sur la saison, au final, Kyrie et Luka, ils ont tous les deux le même effective field goal percentage. 57,3. La même adresse, grosso modo, sur les tirs pris, la même adresse, ouais. C'est ça. Et j'avoue que, tu vois, si tu m'avais posé la question avant, j'aurais clairement dit que au feeling que Kyrie était supérieur. Mais donc voilà, pour dire que, pour terminer sur Luka, même si évidemment il y a encore pas mal de déchets, on est vraiment en termes d'efficacité sur quelque chose qui est anormal et exceptionnel. Oui, et puis tu vois, le nombre de turnovers, aussi 4 turnovers par match, c'est beaucoup. En même temps, il faut aussi prendre en compte que dans ce genre de système, comme on dit, un peu héliocentrique, mais en fait, le 4 turnovers par match individuel de Doncic, c'est quasiment celui de l'équipe aussi. J'exagère un peu.
Mais il faut pas comparer un joueur par rapport à l'autre parce que comme il a tellement de responsabilités, ça veut dire qu'il a aussi beaucoup de ballons, donc il fait aussi beaucoup de déchets. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a aussi tellement beaucoup de ballons que les autres ils ont moins la balle et les autres font moins de turnover. Donc il faut aussi évaluer ça à l'échelle collective. Je peux aller vérifier en 2 clics, mais je pense pas que Dallas collectivement fasse plus de turnover que beaucoup d'équipes NBA. Donc bref, il y a un peu cet aspect-là aussi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.